Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation donc, de Signalair, du temps réel dans des applications web, qui sera présentée donc, par Patrick Grassels, qui est moi-même, et David Gilson. Ouais. Donc, tout au long de cette présentation, vous pouvez vous rendre sur devd.wetribe.io. Vous avez également le QR code. Pendant cette présentation, on va voir comment mettre en place et réaliser une petite application avec Signalair qui est en fait juste un web chat. Alors, si vous allez sur le lien, vous avez également accès aux slides et au repository, donc le code que nous allons utiliser tout le long de cette présentation. Alors, tout d'abord, un petit sommaire, voir un petit peu Signalair c'est quoi, l'utilité et sur quelle plateforme c'est disponible. Il y aura d'abord la partie serveur, qui, elle, sera faite en ASP.NET Core C#, avec ce qui est un hub, le typage, et bien sûr une partie client, qui sera, elle, une single page application en Angular. Alors, quel package choisir, comment ça fonctionne, et l'avantage d'utilisation d'un store. Le résultat final, ce sera donc le chat que vous voyez actuellement et que vous pouvez vous connecter et tester en temps réel sur le lien qu'on vous a donné juste avant. Voilà. Et donc, à la fin de cette présentation, le but sera d'avoir ce chat fonctionnel, étape par étape, pour faire communiquer deux personnes entre elles. Alors, Signalair, c'est quoi? Signalair, c'est une librairie qui a été mise au point afin de simplifier énormément l'utilisation des WebSockets. Elle a été mise donc, pour une utilité qui est par exemple l'édition collaborative. Dans les produits Office, par exemple, le fait d'utiliser un Excel, un Word à plusieurs, dans du monitoring de serveurs, dans des statuts, par exemple, dans tout ce qui est VSTS Online, quand on fait des builds automatisés, etc. Et ils ont sorti donc pas mal de clients disponibles. Il y a la version donc, .NET Core, qui est disponible pour Xamarin, WPF, etc. Il y a une version Java qui nous permet donc d'utiliser Signalair en Android et une version JavaScript, TypeScript pour tout ce qui est web. Alors, pour commencer, pour pouvoir faire communiquer donc deux clients ensemble, ce qu'on a besoin, c'est d'un serveur. Et sur un serveur, on va avoir un ou plusieurs hubs. Un hub, pour Signalair, c'est une classe. C'est une classe dans laquelle on va avoir des méthodes qui peuvent être appelées par des clients et qui vont être renvoyées vers d'autres clients. Alors, dans Signalair, en ASP.NET Core, il existe deux types de hubs. Le premier, c'est ce qu'on appelle un hub non typé. Le hub non typé va avoir deux types de méthodes. Le send_async, dans lequel on va mettre donc, le nom de la méthode client qu'on va appeler, suivi des arguments. Dans l'autre possibilité, c'est de typer son hub. Et donc ici, pour typer son hub, on va créer une interface, mettre des méthodes à l'intérieur qui sont en fait les méthodes que le client va lui accepter d'être appelé. Et on va donc typer le hub à partir de cette interface. La grosse différence par rapport à un hub typé et non typé, c'est qu'on est obligé d'appeler les méthodes qu'on a sélectionnées dans notre interface. Les send_async et send_core_async ne seront plus disponibles ici. Le gros avantage d'utiliser donc un hub qui est typé comparé à un hub normal, c'est qu'ici on a un contrat d'échange donc entre le client qui peut être du C# pour du WPF ou du Xamarin,
ou qui peut être du JavaScript, TypeScript, si on est dans du web, du Java ou autre. Donc tu préconises plutôt quelle approche, la non typée ou la typée? Quand on sait ce qu'on veut faire, il vaut mieux partir sur du typage. Comme ça, on définit toutes les méthodes, l'entrée, la sortie, on a les paramètres. Tandis que si on est plus dans une phase de test, d'élaboration, le hub typé qui permet par exemple de faire les choses très vite avec une seule méthode est largement suffisant. Alors, donc ici, ce qu'on va faire, on va commencer par la partie serveur. Ici, le serveur contient déjà un système d'authentification. On ne va pas passer sur cette partie-là parce que ce n'est pas le sujet. Et une authentification avec un token JWT. Nous, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des hubs, on va enregistrer les hubs, on va créer des méthodes pour que le serveur puisse recevoir donc des appels depuis les différents clients, et le serveur va forwarder vers les différents clients les informations. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est, si on regarde la page de login donc de la démo, au-dessus, il y a une citation. C'est une citation qui est aléatoire, et si on clique dessus, elle change pour tout le monde. Donc, le client envoie un signal au serveur en disant « Je veux que tu dises à tous les clients de demander une nouvelle citation. » Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de créer un hub. Ici, donc, on le fait en C#. Donc, on va l'appeler CodeHub.cs. Voilà. Et là, on va avoir notre classe le minimum. C'est-à-dire que notre hub, il va hériter de hub, qui fait partie donc de Microsoft ASP.NET Core.signalaire. On va avoir un simple petit tableau de citation pour qu'il en renvoie de manière aléatoire à tous les clients. Et on va avoir une méthode onConnectedAsync qui est un override. Alors il faut savoir que en héritant donc du hub de base de signalaire, il y a pas mal de méthodes qui peuvent être donc override afin de pouvoir par exemple rajouter un traitement spécifique. Ici, à la connexion ou la déconnexion d'un utilisateur, on pourrait tout à fait avoir envie de dire à tous les autres utilisateurs « Tiens, cette personne-là s'est connectée, hop, son statut change. » Même chose pour la déconnexion. Donc là, ici, on a notre hub. On peut s'y connecter, mais pour le moment, on peut s'y connecter, mais on ne pourra rien faire. On peut envoyer des actions, mais il n'y a rien, côté serveur, qui va permettre d'attraper ces actions pour après les relancer au client. Donc la première chose à faire ici, ça va être d'écrire une méthode qui va pouvoir être appelée par le client, qui va traiter l'information et qui va la renvoyer à un ou plusieurs clients. Alors, ici, la méthode, elle va être toute simple. On va créer donc un public async, une méthode qui s'appelle updateCode. On va dire donc à tous les clients qui sont connectés, donc dans chaque hub, on a la propriété client qui contient tous les clients qui sont connectés à ce hub. On va lui dire de prendre tous les clients et là on va lui dire d'envoyer une commande. Et cette commande, ça va être updateCode dans lequel on va lui passer la nouvelle citation. Donc ici, tu as utilisé le hub non typé. Tout à fait. Ici, c'est un hub qui n'est pas typé. Il y a une seule méthode qui ne fait concrètement qu'un update et qui envoie l'information directement donc, au client. Alors ici, dans ce cadre-ci, le hub est très simple. Il a une méthode et tout ce qu'il peut faire, c'est envoyer un code. Il n'y a pas de traitement lourd ou autre à ce niveau-là. Il n'y a pas non plus d'échange d'informations, c'est-à-dire que tout ce que fait le client pour l'instant, quand il appellera cette méthode, c'est demander une information, mais il ne va envoyer aucune valeur en input. Donc ici, quand on se connecte au hub,
qu'on fait appel avec n'importe quel type de client à la méthode updateCode, on va recevoir une citation aléatoire à tous les clients qui sont connectés. Alors, une fois qu'on a créé notre hub, il reste encore une petite étape pour qu'il soit disponible. Donc là, on a un hub qui en lui-même fonctionne, mais il n'est pas exposé au niveau de l'ASP.NET Core. Donc pour qu'il soit exposé, on va devoir ajouter une petite ligne de configuration. Tout d'abord, dans le startup, le configure service qui nécessite d'ajouter donc le signal R, ça c'est le plus important. Et ensuite, dans le configure, il va falloir en fait mapper le hub vers une URL. Donc ici, notre URL, ça va juste être code. Et donc, il va mapper l'URL vers notre hub. C'est un peu comme un API en fait. Quand on a un API, on va mapper un contrôleur vers une URL. Ici, avec les hubs, c'est exactement la même chose. Donc là, pour l'instant, on a un hub qui fonctionne. On a un hub qui peut être appelé par auquel on peut se connecter avec des clients et auquel on peut appeler la méthode update, qui va propager chez tous les clients une nouvelle citation. Le point suivant donc, de la démo qu'on avait, c'est qu'une fois qu'on était connecté, on arrivait sur un chat, un peu comme Slack, Teams, etc. Alors, pour un chat, par contre, la grosse différence ici, c'est que on ne va pas envoyer le message à tout le monde. On va envoyer le message d'une personne à une autre personne. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un deuxième hub qu'on va appeler Chat Hub. Désolé. Alors, .cs, ça marchera mieux. Voilà. Alors, ce chat hub, il va avoir besoin, comme l'autre, d'hériter également de hub. Mais cette fois-ci, vu qu'on est dans un business un peu plus compliqué, on ne va pas juste partir sur un hub normal, on va typer le hub avec une interface. Alors, cette interface, on va l'appeler ici iChatClient. Pourquoi client? Parce qu'en fait, c'est très simple. Les méthodes ici n'auront jamais d'implémentation côté serveur. C'est vraiment un contrat d'échange qu'on se fixe avec le client. Et donc, le client, de son côté, devra avoir une méthode qui s'appelle ReceiveMessage avec deux paramètres, de qui vient le message et le contenu du message. Il devra également avoir une méthode updateUserList pour rafraîchir la liste des utilisateurs connectés et une méthode logout pour si jamais y a un admin sur le serveur, il décide de virer quelqu'un, il peut le déconnecter lui-même depuis le serveur. Alors, au niveau de notre hub, voilà, on va donc avoir notre chat hub qui va être typé, qui va donc hériter d'un hub qui est typé en tant que iChatClient. Et donc ici, vu que c'est un chat, on va avoir, nous, côté serveur, on va avoir quoi? On va avoir une méthode que le client va pouvoir appeler qui va dire « Je t'envoie un message pour cette personne » et ce message, c'est celui-ci. Alors, ici, on a une méthode, donc sendMessageToUserAsync,
qui va prendre en paramètre d'entrée un to, pour la personne à qui on souhaite adresser le message, et un message. Ici, on va pouvoir donc utiliser un autre facteur très très important dans Signalaire, c'est que dans les clients, quand on est authentifié avec un système d'authentification d'ASP Netcore, on peut, donc à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, qu'un client va se connecter, il va le remapper sur un user. Et donc ici, vu que dans les claims de notre token JWT, on a utilisé uniquement le username pour se connecter, je peux directement lui dire, dans mes clients, j'ai des utilisateurs, je ne sais pas quel est son connection ID ou autre, mais à cet utilisateur-là, qui a ce username-là, je souhaite lui faire appel à cette méthode. Cette méthode, c'est la méthode ReceiveMessage qu'on a ici, juste au-dessus. Elle vient de notre iChatClient. On ne peut pas, dans le contexte ici d'un hub typé, donc faire appel à un send-async ou un send-core-async. Les méthodes ne sont plus disponibles. Dans cette méthode, on avait dit qu'on devait envoyer donc au client qui lui avait envoyé le message et le message qui avait été envoyé. Alors ici, on va faire un getCurrentUserID. Ici, ça va juste aller dans les claims du token JWT, récupérer le user actuel, donc le user qui a envoyé le message. Comme ça, on va pouvoir dire à l'utilisateur à qui on envoie le message, qui a envoyé le message et le message qui nous a envoyé. Ensuite, le message est propagé à l'utilisateur, il reçoit son message, et voilà. L'utilisateur qui a reçu le message peut répondre, et ça se passe dans l'autre sens dans ce cas-là. L'utilisateur qui a reçu le message devient le from, et l'utilisateur qui a envoyé le message devient le to, tout simplement. Alors, il y a également, comme on peut le voir ici, dans le Connected Async, d'où le fait d'utiliser l'override qui peut être intéressant, c'est que quand un nouveau client va se connecter, on aimerait bien dire aux gens qui sont déjà connectés, tiens, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Pour ça, on va récupérer la liste des clients. Et il y a plein de méthodes vraiment bien sympas qui ont été ajoutées et qui sont disponibles. Et on va lui dire, donc, mes clients, sauf, donc l'utilisateur qui vient de se connecter, on ne va pas lui dire de rafraîchir la liste, fait un update de la liste des utilisateurs. Quand une nouvelle personne se connecte, toutes les autres personnes reçoivent un signal leur demandant de mettre à jour la liste des utilisateurs qui viennent de se reconnecter ou qui viennent de se connecter. Ça, c'est pour la partie chat serveur. Ce qui peut être aussi intéressant, par exemple, si on prend quelque chose de plus global, on pourrait par exemple recevoir des notifications dans une interface ou autre. Si on veut recevoir des notifications, ça pourrait être une notification parce qu'on a fait appel à un service. Donc on a fait appel à un contrôleur, un API, et dans ce cas-là, ce serait bien de pouvoir notifier à tous les gens connectés, par exemple, à mon Notification Hub, tiens, pour ce sujet-là, une nouvelle notification vient d'arriver. Alors pour ça, il est possible donc d'accéder au contexte des hubs à travers l'entièreté de l'application. Ici, par exemple, donc, on a un private read-only iHub context. On a un autre hub qui s'appelle le dashboard hub, qui est lui typé sur un iDashboard client, et on va l'injecter ici dans le constructeur grâce au service de dépendance d'injection de l'ASP Netcore. Et dans ma méthode ici de connexion, quand une personne va se connecter donc, par rapport au contrôleur directement dans la méthode login, on va faire appel
au hub, on va lui dire qu'à tous les clients, un nouvel utilisateur vient de se connecter. Et ici, on va faire appel à une méthode qui s'appelle updateUsers et on va lui dire actuellement combien d'utilisateurs on a de connectés. Ça va nous permettre donc d'avoir ici, dans ce cas-là, un petit hub qui fait dashboard et qui nous permet d'avoir en temps réel le nombre d'utilisateurs qui est connecté. Le hub, il est très simple. Il a deux méthodes pour le client par rapport à un typage, donc message receive et update users. Par contre, hormis le onConnected async, côté serveur, il n'y a rien du tout. Ici, le dashboard, le client écoute, mais le client ne va jamais mettre à jour ou demander d'informations au dashboard. Ici, on a un hub qui va fonctionner dans un sens. Donc, les clients vont s'y connecter, ils vont attendre les réponses du serveur, mais le client, lui, ne pourra jamais appeler de méthode au niveau du hub. Voilà, donc ça c'est pour la partie serveur. Maintenant, on va passer donc à la partie client. Merci Patrick. Donc pour la partie client, comme Patrick l'a dit, on va se concentrer ici sur un client en Angular. Alors, le package npm qu'on va utiliser pour faire cela, c'est le package @aspnet/signalaire, qui est en fait une réécriture du package signalaire tout court en TypeScript exprès pour la version ASP.NET Core. Alors, finalement, ça fait la même chose que le package signalaire, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il y a quelques petites différences, mais dans le fond, on va dire, ça fait la même chose. Une des différences, par exemple, c'est la compatibilité. Donc, les deux sont compatibles avec tous les navigateurs modernes, mais la version Core n'a pas été prévue pour fonctionner avec IE en dessous de 11. Donc, c'est à partir de IE 11. Alors, regardons un petit peu le fonctionnement finalement des signalaires. En fait, signalaire, c'est une abstraction d'utilisation de moyens de transport, j'appelle ici protocole, qui sont définis dans des standards HTML5 et COME. Donc, le premier protocole qu'on va utiliser, c'est le WebSocket. C'est évidemment le protocole privilégié parce qu'il est compatible avec tous les navigateurs modernes. Et en plus, c'est le seul qui permet une vraie connexion bidirectionnelle entre le serveur et le client. Il y a aussi le protocole Server Sent Event, qui fait aussi partie du standard HTML5, mais elle n'est pas compatible avec les navigateurs de Microsoft. Donc, on va essayer de s'en passer. Et dans le cas où on ne peut faire aucun, donc ni le WebSocket ni le Server Sent Event, Signalaire va utiliser l'Ajax Long Polling, qui lui est compatible avec absolument tous les navigateurs que vous pourrez utiliser, parce qu'en fait c'est juste une requête Ajax qui a un timeout assez élevé, et dès que le timeout s'est terminé ou qu'on a reçu une réponse du serveur, on relance une requête. Donc il y a toujours une requête qui est en train d'attendre le résultat du serveur. Alors ici, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà un exemple d'utilisation du WebSocket et l'équivalent en utilisant directement Signalaire. Donc on voit que ça nous simplifie un petit peu la vie. Un point d'attention avant de commencer, c'est que la nouvelle version, donc Signalaire Core, ne prend plus en charge la perte de connexion entre le front et le back. Donc on va utiliser deux principes. Ici, le premier, qui est un peu simpliste ici, mais donc en gros, dès qu'on a une coupure de la connexion, donc unclose, on va refaire un start. C'est pas exactement comme ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pour vous montrer le principe. Et par contre, ça c'est uniquement fonctionnel quand on perd la connexion, mais si jamais on n'arrive jamais à se connecter au serveur, ici on va utiliser la méthode retry_when de RxJS, qui nous permet de refaire une tentative tous les
X millisecondes, donc ici, toutes les 3 secondes. Alors, pour la démo client, on va faire une classe abstraite qui, elle, va avoir tout le mécanisme pour se connecter à Signalaire. Comme ça nous permettra d'éviter de devoir recoder ces parties-là dans chaque service. On aura Signalaire Core Service, qui est uniquement une extension de l'abstract, ici au-dessus, qui va juste ajouter quelques configurations. J'essaye de mettre 0 config dans l'abstract. Et on va implémenter cette classe abstraite dans un service. Et finalement afficher le résultat dans la vue. Donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder comment on utilise cette classe abstraite pour que vous compreniez déjà pourquoi passer par une classe abstraite. Donc ici, on peut voir que l'écriture ressemble fort au côté serveur. Donc c'est comme si j'avais mis le hub et que je type. Donc ici, j'ai une interface qui comprendra les différentes fonctions que je peux recevoir. Donc la première chose qu'on va faire, c'est rajouter un observable, histoire de pouvoir transmettre les informations qu'on reçoit à la vue. On va rajouter un petit peu de configuration. Donc ici, je lui spécifie que je veux que ce soit du long pooling, puisqu'il n'y a aucun intérêt à avoir une connexion bidirectionnelle dans ce cas-ci. Je ne fais que recevoir le code, donc la citation. Et puis maintenant, je vais pouvoir ajouter la méthode qui a été définie du côté back-end. Donc la méthode s'appelait updateCode. Donc ça, c'est juste pour le typage. Et on va ici lui dire ce qu'il doit faire dans le cas où il reçoit un update code. Donc dans le cas où il reçoit un update code, je reçois le code en paramètre et je vais simplement émettre ce code dans mon observable. Donc je le transmets l'information à la vue. Enfin, on peut voir qu'il y a encore 2 fonctions. Il y a run et close. Le run, c'est la fonction qui sera utilisée pour démarrer tout le processus signalaire. Donc ici, pour démarrer le long pooling avec le serveur. Donc je vais appeler this start. Et ici, j'utilise un pipe uniquement pour ne pas devoir faire une souscription sur le run, en plus du code receiver. Ici, je n'ai plus qu'à faire une souscription sur le run et je recevrai automatiquement les codes qui sont envoyés ici dans notre observable. Et dans le close, je vais arrêter le long pooling. Donc voilà, la classe abstraite nous permet vraiment d'avoir des services très simples à implémenter. Et donc on va finalement faire cette classe abstraite. Donc la classe abstraite ici, c'est la seule à avoir connaissance au package ASP.NET Signalaire. Alors le point le plus important de cette classe, c'est le Connection Hub, qui est la connexion avec le serveur. Donc on va commencer par initialiser cette connexion. Donc ici, je vérifie simplement si je n'ai pas déjà une connexion en cours. Si je n'en ai pas, j'en crée une en utilisant la classe Hub Connection Builder, qui contient, elle, la méthode withURL, dans laquelle je peux fournir une URL. Donc ici, j'ai juste fait une concaténation de baseURL et URL. BaseURL, qui est le host qui peut changer d'après l'environnement, et URL, c'est vraiment l'URL qu'on a spécifié côté back-end, par exemple quote, dashboard ou chat. On peut voir que je lui donne également 2 paramètres supplémentaires. Donc Access Token Factory. Ici, je lui donne la façon d'accéder au token que j'ai récupéré en me connectant. Et ici, la syntaxe est un peu particulière, mais je ne vais pas m'étendre dessus. On va dire qu'ici, je rajoute juste un 2e paramètre, c'est l'équivalent de faire ceci. Et je lui rajoute juste dans le paramètre protocole, les protocoles que je veux que notre service puisse utiliser. Donc, dans le code, on a spécifié que c'était du long pooling. Et enfin, j'appelle la méthode build,
qui va nous renvoyer directement notre hub connection. Alors, une fois qu'on a notre hub, on va pouvoir appeler plusieurs méthodes. Donc, il y a dans le hub connection, il y a une méthode start, stop, on et onClose et send, à ne pas oublier, pour envoyer du client vers le serveur. Donc ici, dans le start, ça peut sembler assez compliqué, mais en fait c'est tout bête, c'est parce que Signalaire, lui, utilise des promesses, il n'utilise pas directement RxJS. Donc j'utilise la fonction RxJS from qui me transforme une promesse en observable, mais malheureusement, le fait de faire ça ne me permet pas de pouvoir faire mon retry when. Donc retry when qui est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les slides, qui me permet de retenter une connexion si je ne suis pas arrivé à me connecter au serveur. Donc du coup, je dois créer une couche intermédiaire, un observable intermédiaire, et je fais simplement, dans le cas où le start a eu un succès, je renvoie un succès à mon observable. Dans le cas où j'ai reçu une erreur, je renvoie une erreur à mon observable. Et j'en profite juste ici pour setter un booléen connected à true ou à false, dans le cas où, ça a été réussi. Alors, le stop est un peu plus simple. Il y a la méthode stop. Ici, je vérifie juste si la connexion existe, parce que c'est pour éviter les erreurs. Donc j'appelle la méthode stop et je la remets à nul. Comme ça me permet de vérifier dans mon init, ici, si une connexion existe. Donc stop va vraiment stopper toute interaction avec le serveur. Alors ici, je l'ai un peu passé pour parler du start, mais on a la méthode register method. En fait, ici, on va dire au client signalaire qu'on veut écouter les méthodes qu'on a citées ici. Donc par exemple, ici, update code. Donc, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on fait un for sur l'objet, on reçoit toutes les clés. Donc toutes les clés, ce sont le nom des méthodes, et on lui demande d'exécuter cette fonction. Donc la fonction on du connection hub fonctionne vraiment comme en JavaScript, quand on fait par exemple on click, et on lui donne la fonction. Et ici, le cas particulier, c'est que je dois aussi enregistrer onClose, qui lui, je ne peux pas dire on string close. Et je lui dis d'utiliser cette fonction-là, et c'est dans cette fonction aussi qu'on va relancer une connexion si c'est une perte de connexion réseau. Et si jamais, et on ne fait rien si jamais c'est nous qui avons décidé d'arrêter la connexion. Donc si le client décide de couper la connexion, on ne fait rien. Si c'est le serveur, on retente une connexion. Donc ici, quand on appelle la méthode stop, on va simplement ne pas recevoir d'erreur en paramètres. Donc je vérifie si je reçois une erreur. À ce moment-là, je relance un start. Le start qui a tout le mécanisme que nous avons mis en place avec le retry when. Donc il va réessayer tant qu'on ne lui dit pas d'arrêter d'essayer. Donc là, on a réussi à faire tout le mécanisme de réception des messages, la connexion avec le serveur. Il ne nous reste plus que l'appel d'une méthode du client vers le back-end. Donc, c'est tout simple. Il y a une fonction send qui existe dans le hub, qui prend une méthode et des données. Donc encore une fois, ici, j'utilise from parce que je ne veux pas utiliser de promesse, mais je veux utiliser un observable. Donc là, notre code est presque fonctionnel. On va juste rajouter quelques configurations dans la couche core, donc qui étant tout simplement de l'abstract qu'on vient de faire. On lui set la base URL, on va rechercher ça dans les environnements. Par exemple, le temps avant de réessayer une connexion également. Et ici, on a deux fonctions qu'on va définir, qui est la façon d'aller chercher le token. Ici, on va simplement aller le chercher dans le local storage. Et dans le cas de logout, on va supprimer ce token du local storage. Donc ici, vous pouvez choisir de le mettre en cookie, etc. Mais voilà, c'est juste parce que
c'est plus simple pour la démo de le mettre en local storage. Donc notre code service est fonctionnel. Il ne nous manque plus que de l'utiliser dans la vue. Donc vraiment voir qu'on reçoit bien un code et non pas que c'est un code moqué comme ici pour le moment dans notre vue. Donc on voit ici que j'ai bien le code moqué. Donc maintenant je sais où je dois placer le code que je reçois. Donc on va commenter ceci. Première chose à faire, c'est injecter ce service, le service qu'on vient de faire. Et après, on peut l'utiliser en appelant la méthode run, donc le run qui fait automatiquement le start et qui nous renvoie les codes quand le serveur nous en envoie. Donc ici, je mets simplement à la place de thiscode égale un code moqué, je mets thiscode égale le code que je reçois de façon asynchrone. Alors ne pas oublier, quand il y a un subscribe, ne jamais oublier de faire un unsubscribe quand on quitte la page. Donc ici, je fais bien unsubscribe pour éviter les memory leaks. Et ici, quand je quitte la page, je veux aussi simplement couper le process, couper la connexion avec le serveur. Donc j'appelle la méthode close de mon service. Donc si on vérifie, normalement, je vais recevoir un code du backend. Donc ici, ce n'est plus le code moqué. Si on regarde un petit peu comment fonctionne le long pooling, donc j'ai reçu une réponse qui contient mon code et il a directement relancé une requête qui est toujours en train d'attendre une réponse du serveur. Alors, voilà comment ça fonctionne pour descendre jusqu'à la vue. Donc là, on a fait l'abstract, le core, on est descendu jusqu'à la vue. Et en fait, le chat, je ne gère pas directement les données dans la vue, mais plutôt dans un store. Donc le store qui me permet de gérer toutes les données à un endroit unique. Donc là, c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement du store pour ceux qui n'en ont jamais utilisé. Donc on a notre store avec toutes ces données. Les données du store, on appelle ça l'état. Et c'est une action utilisateur qui va venir modifier l'état et qui va se répercuter dans la vue. Donc on ne va pas directement modifier la vue, mais on va modifier l'état qui va se répercuter. Donc la vue est un miroir de l'état. Et nous, ce qu'on va faire, c'est remplacer ici notre API par Signalaire. Et donc il n'y a plus que des actions utilisateurs qui peuvent modifier le store, mais Signalaire va pouvoir venir le modifier lui-même et ça va automatiquement s'appliquer dans notre vue. Donc on modifie les données et on ne touchera pas à la vue. Donc on va aller voir dans notre chat service. Alors dans le chat service, qu'est-ce qu'on veut recevoir? On veut recevoir des messages et quand on veut rafraîchir la liste des utilisateurs. Donc pour ça, on va enregistrer les différentes méthodes. Donc on a la méthode receive et update user list qui existent côté backend. On les implémente. Donc dans le cas où je reçois un receive, je veux exécuter cette fonction avec tous les paramètres que j'ai pu recevoir. Et l'update user list, je vais simplement faire comme le code, je vais émettre un événement dans le refresh user list observable. Bon, le logout, c'est un détail, je vais faire ma redirection vers la page d'authentification. Alors ici, on a le listen et le stop listening qui font la même chose que dans le code, ils font la même chose que le run et le close. Donc, on fait, comme je dis, exactement la même chose. On fait le start, on va faire un pipe de la même façon parce que je veux recevoir les messages rien qu'en faisant un listen. Et on appelle stop dans stop listening. Donc, il nous reste deux fonctions à faire. Une, la façon de recevoir les messages. Donc, ici, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est juste que je reçois un tableau
avec mes différents paramètres, je sais qu'en premier, je vais recevoir le user ID et en deuxième, le message content. Donc ici, je crée un objet de type message qui contient user ID et content et geste aussi avec ces données-là. Donc là, on a encore une fois fait tout ce qui est réception. Maintenant, on va faire ce qui est émission du client vers le serveur. Et c'est toujours aussi simple. On envoie la donnée, le nom de la fonction, enfin, de la méthode, pardon, avec les différents paramètres. Donc ici, on peut avoir autant de paramètres qu'on veut. Il faut que ce soit évidemment le même nombre de paramètres qu'attendu côté back-end. Donc notre service est terminé. Il n'est pas beaucoup plus complexe que le code. Il y a juste plus de code puisque on fait 2 observables, on écoute 2 données. Donc on va venir adapter notre store pour recevoir nos messages. Donc ici, encore une fois, je vais mettre les souscriptions pour pouvoir les désouscrire plus tard. Première chose à faire, injecter notre service qu'on vient de faire. Ici, je vois que Connected est moqué. Donc ici, comme on a vu dans l'abstract, je set Connected à true quand je suis connecté et à false quand je suis déconnecté. Donc je sais la donnée. Je vais juste aller la chercher. En appelant this chat service connected. Ici, on voit que le démarrage du chat, qu'est-ce qu'il fait? Il va uniquement chercher la liste des utilisateurs pour les afficher sur la gauche. Et donc, c'est ici qu'on va aller ajouter nos souscriptions. Donc ici, c'est ici qu'on va lancer le listen. On va lui dire, dès que tu reçois un message, tu appelles la fonction @message. Et dès que tu dois rafraîchir la liste, tu appelles la fonction qui rafraîchit la liste des utilisateurs. Pour le stop, on n'oublie pas. Donc le start est appelé dans le ng init du composant et le stop est appelé dans le ng destroy. Donc ne pas oublier dans le stop de faire des unsubscribe. Et ici, on va arrêter le process, donc la connexion ici WebSocket avec le client qu'on a lancé ici en faisant un listen. Donc ici, c'est bien du WebSocket puisque je n'ai pas déterminé le type de transport comme dans code où j'avais spécifié que c'était un long polling. Donc pour le moment, on est bon, on va recevoir nos messages. Ils vont automatiquement s'ajouter dans notre store puisqu'on avait une fonction addMessage qui ajoute le message dans le store. Mais par contre, on ne peut toujours pas envoyer de message à quelqu'un d'autre. Et donc pour ça, si on regarde dans Message, j'ai un booléen qui est mine, qui a true si c'est moi qui ai écrit le message. Donc on va utiliser ce mécanisme-là pour envoyer le message. Donc si c'est le mien, alors je veux transmettre le message aux autres clients, à un autre client. Donc je vais pouvoir appeler ma méthode sendMessage avec le user ID et le content. On va juste vérifier maintenant que ça fonctionne. Donc, j'ai bien eu ma liste d'utilisateurs qui s'est mise à jour du premier client quand le deuxième s'est connecté. Je peux venir chatter entre les deux. Voilà, donc la connexion est bien établie. Merci David. Alors, donc au niveau de la démo de la présentation, ici on a vu comment réaliser donc un chat assez rapidement. D'autres petites choses bonnes à savoir, c'est que récemment Azure a rajouté un service qui permet donc de déployer des hubs assez facilement.
Tout ce qu'il y a à faire côté serveur, donc, c'est de rajouter la petite ligne et la configuration string qui est fournie quand on configure le service sur Azure. C'est très intéressant parce que ça permet de monter jusqu'à 10 instances qui peuvent avoir 1000 clients connectés simultanément. C'est-à-dire que ça permet quand même d'avoir 10 000 clients connectés automatiquement, enfin, non pas automatiquement, mais de gérer la connexion de 10 000 clients sans avoir à devoir gérer une infrastructure lourde, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors d'autres petites choses bonnes à savoir aussi, c'est que Signalaire fonctionne avec tous les types d'authentification. Le cookies, l'authentification Windows ou, comme on a utilisé ici, un token JWT. Alors, quand on est ici, donc dans un token JWT, il y a juste quelques petites choses à rajouter. Donc, le fait de récupérer le token et de le réinjecter dans le contexte au moment où on va configurer notre authentification. Et côté client, comme on a pu voir, on doit lui donner le token en paramètre Access Token Factory. Ce sont des choses, si on fait du web et qu'on fait donc une authentification avec les cookies, qui n'est pas nécessaire, vu que le cookie sera automatiquement propagé avec chaque appel de Signalaire. Mais du coup, pourquoi utiliser un mirror? Ici, c'est si on souhaite faire du mobile, par exemple, ou du WPF, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est multiplateforme. Et le choix du protocole, comme on a pu voir également, va plutôt se faire du côté client, donc en lui donnant le paramètre transport. Donc ici, on peut lui donner plusieurs types, donc dire si jamais tu n'arrives pas à faire du WebSocket, fais automatiquement du long polling. Donc ici, on a viré le send server event, mais on peut lui en donner qu'un, comme on a fait tout à l'heure avec le long polling. Alors, les limitations, à l'époque, quand c'était Signalaire, pas Signalaire pour ASP.NET Core, mais Signalaire pour l'ASP, il y avait une limitation de connexion par CPU qui était liée donc à 2IS. C'est une limitation qui n'existe plus actuellement avec Signalaire Core, mais qui peut être configurée si on souhaite éviter que le serveur ne soit surchargé. Également, contrairement à la première version de Signalaire qui permettait donc d'avoir une connexion qui attaque plusieurs hubs et qui redispatche les appels, ici, une connexion est nécessaire dès qu'on souhaite se connecter à un hub. La dernière limitation, c'est votre imagination pour l'utilisation de Signalaire. Alors, plein de ressources intéressantes, c'est le repository officiel. Donc, la version de Signalaire en .NET Core, elle est sur GitHub, elle est ouverte, on peut voir le code source. Si vous avez des idées pour améliorer ou si vous voyez des choses qui manquent, ils sont très à l'écoute. Par exemple, tout ce qui était token JWT, au début, pour eux, c'était hors de question de l'intégrer. Avec le temps, la communauté a poussé, il y a eu beaucoup de demandes et finalement, ce sont des petites choses qui sont passées et qui ont été ajoutées. Il y a la documentation officielle. La documentation officielle sur le site de Microsoft au niveau Signalaire est vraiment très bien faite, et même concrètement sur tout ce qui est ASP, etc. Elle est vraiment très très bien faite. Alors, des articles plus spécifiques ici, mais donc sur tout ce qui est Signalaire sur Azure, le service qu'ils ont sorti récemment. Et si vous voulez vraiment rentrer en détail de la difficulté, enfin pas la difficulté, mais toute la simplicité qu'apporte Signalaire comparé au WebSocket, il vous avait montré un exemple pour la partie web, mais la partie serveur, commencer à devoir gérer plusieurs sockets, etc., c'est quand même quelque chose de très lourd. Et ici, on voit qu'en créant une classe, Signalaire fait vraiment tout le taf pour nous, en fait. Voilà. Alors, moi, je vais encore montrer, pour ceux qui font peut-être du Xamarin, dans les liens utiles, il y a notamment sur le repository officiel, il y a énormément de samples, et il y a notamment un sample Xamarin. Et pour pouvoir, en Xamarin, utiliser les WebSockets, voilà,
on a 10 lignes de code à tout casser. Ça ressemble énormément à ce qui est utilisé donc, en front-end TypeScript. On va avoir un Hub Connection Builder. On va avoir une URL. On va avoir donc des actions qui vont être utilisées à chaque fois qu'on va recevoir un message du serveur. Et puis, on a juste à se connecter. Et ça veut dire que sur votre téléphone, ici, c'est un exemple en Xamarin Forms. Donc, ça veut dire, pour les 3 plateformes, vous avez une application qui se connecte en WebSocket et qui utilise du temps réel. Voilà. Donc, on a dû être rapide parce qu'on n'avait que 50 minutes pour vous montrer un exemple concret. Mais voilà, si vous avez des questions par rapport à la présentation ou par rapport à Signalaire, n'hésitez pas. Alors, justement, la grosse différence aussi, c'est que contrairement à un API, quelque chose comme Signalaire, un socket va être une ressource beaucoup plus lourde au niveau infrastructure. Donc, la différence, un API, c'est on va attaquer une ressource qui n'est pas forcément nécessaire d'être en temps réel, notamment. Quand on a besoin d'une ressource ou d'une donnée en temps réel, comme un monitoring, on ne peut pas se permettre d'appeler un appel service toutes les 5 secondes. Pourquoi? Parce que déjà, à ce moment-là, on va surcharger l'appel service, parce que peut-être que pendant 24 heures, il n'y aura rien, et donc on aura fait des milliers d'appels pour rien. Tandis qu'ici, avec le WebSocket, dès qu'il y a un event, on est tout de suite notifié. Donc ici, c'est plus une stratégie au niveau du business. Est-ce que ce business-là a vraiment besoin d'être en temps réel ou pas? Voilà. Faire un appel à un API tous les 500 millisecondes, par exemple, pour essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche du temps réel, est vraiment lourd pour le serveur plutôt que de juste attendre une réponse. Donc de se connecter grâce à Signalaire, au WebSocket ou au long polling. D'autres questions? Vous avez parlé de groupes. On peut créer des groupes pour gérer plusieurs messages, enfin plusieurs personnes. C'est ça. Si la personne se déconnecte, elle est automatiquement virée du groupe ou c'est quelque chose qu'on doit manager nous-mêmes dans le code? Non, non, du tout. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait une déconnexion qui est volontaire, donc qu'on perd la connexion avec Signalaire, en fait, toutes les personnes qui sont connectées ont ce qu'on appelle un connection ID. Et donc, quand la personne est déconnectée, elle est retirée du groupe. Par contre, si on souhaite, par exemple, sur Slack ou sur Teams, qu'on reçoive quand même le message dans le groupe, là, oui, en effet, c'est à nous de gérer la persistance des données à ce niveau-là. Donc si la personne se reconnecte avec un nouvel ID, il faut le remettre dans le groupe? Il faut le remettre dans le groupe, oui. Voilà. Ici, en fait, le groupe, c'est vraiment, on est une personne, on envoie un message à ce groupe, et le groupe contient X connection ID qui va redispatcher les messages vers ces personnes. Et on est limité au niveau du nombre de personnes dans le réseau? On n'est pas limité, mais ça va surtout dépendre plus au niveau infrastructure. Je veux dire, ça reste une ouverture. Donc, c'est un socket qui est ouvert. On peut joindre autant de groupes qu'on veut. On peut être autant qu'on veut dans un groupe. Ça, c'est pas un souci. Mais après, si on ne sait gérer que 3000 connexions simultanées, notre groupe sera limité au nombre de personnes que le serveur peut accueillir. Encore des questions? On ne mord pas, n'ayez pas peur. Mais de toute façon, n'hésitez pas à venir nous voir dans une pause entre les présentations si vous avez des questions plus personnelles. Et on est également joignable via notre LinkedIn. Donc, si jamais vous avez des questions a posteriori, demain, après-demain, ou quand vous aurez testé vous-même. Voilà, n'hésitez surtout pas. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite.